comptoir de la cuisine avant de retourner travailler, mais quelque chose dans son ton m'a forcé à m'arrêter. 75 000 € Antoine, avec en plus le poste de directeur associé que je t'ai promis, car c'est plus que généreux. J'ai senti le sang se retirer de mon visage en entendant le nom d'Antoine, qui était mon compagnon depuis 3 ans et l'homme que je devais épouser dans 6 mois. Je sais que c'est beaucoup demandé, a poursuivi mon père d'une voix plus basse, mais Camille en a besoin, car après son divorce elle a vraiment du mal et elle a besoin de quelqu'un de stable et de concret, donc vous seriez parfaits ensemble. Camille était ma cousine, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon père. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre à travers le téléphone. Chloé finira par comprendre, a dit mon père, car elle a toujours été celle qui comprend tout puisqu'elle est trop douce au fond, et c'est pour ça que je fais ça, car toi et Camille vous êtes ambitieux et vous vous comprenez, alors que Chloé s'en sortira toujours car elle retombe toujours sur ses pattes. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques, car j'étais trop douce et j'allais bien comme si je n'étais qu'un personnage secondaire de ma propre vie. Donne-toi 2 semaines, a dit mon père, pour rompre proprement avec Chloé en faisant en sorte que ça semble naturel, puis je ferai transférer l'argent sur ton compte et tu pourras commencer au cabinet le lendemain de votre rupture. Camille n'est pas au courant de cet arrangement et elle n'a pas besoin de l'être, alors sois juste là pour elle et fais-lui la cour correctement, car elle est vulnérable en ce moment. Je n'ai pas attendu d'en entendre davantage, car j'ai reculé doucement de la porte, puis j'ai attrapé mon sac et je suis sortie de cette maison aussi silencieusement que j'y étais entrée. Une fois dans ma Peugeot, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. J'ai sorti mon téléphone pour ouvrir la discussion avec Antoine et en remontant je suis tombée sur ce message d'un numéro inconnu qu'Antoine avait oublié d'effacer de notre tablette partagée il y a 1 semaine. C'est d'accord, mais laisse-moi le temps de finir les choses proprement. Avec un maximum de 2 semaines, disait la réponse, accompagnée d'un message disant bel esprit et bienvenue dans l'entreprise familiale. Cela faisait donc déjà 1 semaine qu'il planifiait tout ça. Combien de temps encore avant qu'il ne me brise le cœur avec une excuse fabriquée, et combien de temps avant que j'apprenne qu'il sortait avec Camille en étant obligé de sourire et d'être heureuse pour eux, parce que c'est ce que fait Chloé, car Chloé comprend et Chloé est douce. Je suis restée assise dans ma voiture dans l'allée de mon père pendant 20 minutes à pleurer si fort que je pouvais à peine respirer. Ce n'était pas seulement parce qu'Antoine ne m'aimait pas assez pour refuser de l'argent ou parce que mon père m'estimait si peu qu'il achetait mon fiancé pour sa précieuse Camille, mais parce qu'au fond de moi j'avais toujours su que je passais après ma cousine. J'avais passé 29 ans à prétendre que cela ne faisait pas mal, alors que Camille était celle qui réussissait tout en étant l'avocate avec la grande maison et la vie parfaite, jusqu'à ce que son mari la trompe et qu'elle ne soit plus parfaite. Camille avait besoin d'être sauvée et j'étais le sacrifice acceptable. Je suis rentrée chez moi dans un état second et l'appartement que je partageais avec Antoine m'a soudain semblé être un territoire ennemi, avec sa veste sur le porte-manteau et sa tasse de café dans l'évier. 3 ans à construire une vie ensemble et il était prêt à tout plaquer pour 75 000 € et une promotion. Je ne l'ai pas affronté ce soir-là quand il est rentré, car je n'ai pas crié et je n'ai pas jeté ses affaires par la fenêtre, mais j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même en commençant à organiser mon départ pour Paris. J'avais reçu une offre d'emploi 2 mois auparavant pour un poste de directrice marketing senior dans une boîte de la French Tech, mais j'avais refusé parce qu'Antoine et moi préparions le mariage et qu'il disait ne pas pouvoir quitter son travail. Mon père avait dit qu'il serait irresponsable de partir si loin de la famille, alors j'étais restée, mais maintenant je n'avais plus rien qui me retenait ici. J'ai appelé l'entreprise le lendemain matin et le poste était toujours vacant, donc ils étaient ravis que je commence dans 3 semaines. J'ai dit oui. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai observé Antoine faire semblant que tout était normal alors qu'il planifiait sa sortie en m'apportant des fleurs le vendredi et en m'emmenant dans mon restaurant préféré le mercredi, tout en me serrant dans ses bras la nuit pendant qu'il comptait les jours. J'ai joué le jeu car j'avais besoin de temps pour emballer ma vie et dire à mon patron que je partais, tout en trouvant un appartement à Paris sans l'avoir visité, et aussi parce qu'une petite partie de moi voulait voir s'il changerait d'avis ou s'il me choisirait plutôt que l'argent. Il ne l'a pas fait. Le 13e jour, je suis rentrée tôt du travail alors que tout ce qui m'importait était déjà dans des cartons dans un garde-meubles. J'avais démissionné le matin même et mon billet de train pour Paris était réservé pour 6 heures le lendemain. J'ai trouvé Antoine dans le salon sur son téléphone, sûrement en train d'envoyer un message à mon père sur le timing. Nous devons parler, a-t-il dit en posant son téléphone avec un visage affichant une expression de regret simulé et répété. Je ne l'ai pas laissé finir son discours car j'ai simplement dit que je partais.
J'ai retiré ma bague de fiançailles, celle qui appartenait à sa grand-mère, pour la poser sur la table basse en ajoutant que je savais déjà tout pour l'argent et que j'espérais que les 75 000 € et le poste de directeur le rendraient heureux. Son visage est devenu livide et il a bégayé qu'il pouvait expliquer, mais j'ai refusé en prenant mon sac qui était la seule chose que j'emportais de cet appartement. Je lui ai dit que ses explications ne m'intéressaient pas et que c'était fini. Quand il m'a demandé où j'allais, j'ai répondu là où il ne serait pas. Je suis sortie en le laissant là la bouche ouverte, probablement soulagé de ne pas avoir à faire son discours de rupture et calculant déjà quand il pourrait s'afficher avec Camille sans paraître suspect. J'ai laissé une seule autre chose derrière moi qui était une lettre pour ma mère, la seule personne de ma famille qui m'avait vraiment vue. Je ne pouvais pas l'affronter en personne car je n'aurais pas supporté qu'elle essaie de me convaincre de rester ou d'être encore une fois compréhensible et douce. Je lui ai donc tout écrit sur l'appel téléphonique, le message, le pacte et ma décision de partir, en lui demandant de ne dire à personne où j'allais et de me laisser partir. Dans le train pour Paris le lendemain matin, j'ai pleuré pour cette relation qui n'avait jamais été aussi solide que je le pensais et pour ce père qui m'avait si peu valorisé. J'ai pleuré pour la version de moi-même qui voulait tellement plaire et être choisie qu'elle avait ignoré tous les signaux d'alarme. Mais quelque part avant d'arriver à la gare de Lyon, mes pleurs ont cessé pour laisser place à la colère. Pas une colère chaude et destructrice, mais une colère froide et concentrée, celle qui permet de bâtir des empires, car j'allais leur montrer ce que la fille trop douce pouvait devenir. Paris m'a accueilli avec une pluie glaciale et un petit appartement dans un quartier dont je ne connaissais rien. C'était en mars 2020 et le monde était sur le point de s'arrêter. Mon timing, comme toujours, était impeccable. Le confinement a frappé 2 semaines après mes débuts dans mon nouveau job. Nous sommes tous passés en télétravail et je me suis retrouvée seule dans une ville nouvelle où je ne connaissais personne, sans pouvoir sortir, avec rien d'autre à faire que travailler et réfléchir. Je me suis jetée dans le boulot comme une naufragée s'accrochant à un radeau en faisant 60 ou 70 heures par semaine. J'ai appris chaque aspect de notre stratégie marketing et j'ai mémorisé les analyses de la concurrence en me portant volontaire pour chaque projet dont personne ne voulait. Quand l'entreprise a dû faire des coupes budgétaires, je m'étais rendue indispensable. En juin, j'ai été promue responsable marketing senior et en octobre, j'ai lancé une campagne qui a augmenté l'engagement de nos clients de 200%. Mon patron me disait que j'étais une leader née et mon équipe me trouvait dévouée, alors que j'appelais ma thérapeute tous les jeudis à 15 h, car la vérité était que le travail m'aidait à éviter le vrai chantier qui consistait à découvrir qui j'étais sans que personne ne me dise que je n'étais pas assez. Ma thérapeute, le docteur Morel, était patiente pendant que je déballais 29 ans passés en seconde position. Elle me disait que l'opinion de mon père n'était pas la vérité mais son propre échec. Au début, je ne la croyais pas, mais peu à peu j'ai commencé à voir le schéma et comment je m'étais pliée pour correspondre aux attentes des autres, en m'excusant d'exister et en croyant que l'amour devait se mériter par la perfection et la douceur. Ma mère et moi nous parlions tous les dimanches, car elle avait quitté mon père 6 mois après mon départ pour s'installer chez sa sœur, puisqu'elle ne pouvait pas rester avec un homme capable de faire ça à sa propre fille. Elle était fière de mon départ et disait qu'elle aurait dû partir plus tôt. Je ne demandais rien sur Camille et Antoine car je ne voulais pas savoir, puisque je les avais bloqués partout, tout comme mon père, pour devenir un fantôme de mon ancienne vie. Mais ma mère me l'a dit quand même au 8e mois, en m'apprenant qu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie rapide au tribunal et qu'elle avait vu les photos sur les réseaux sociaux où Camille semblait heureuse alors qu'Antoine restait égal à lui-même. Cela m'a fait moins mal que prévu, comme une pression sur un bleu qui aurait déjà jauni. En 2021, le monde a commencé à se racheter une conduite et je me suis ouverte moi aussi en m'inscrivant au yoga et en devenant amie avec une femme nommée Julie qui travaillait dans la finance. J'ai recommencé à sortir et je me suis souvenue de ce que c'était que de rire. En mars 2021, j'ai été promue directrice marketing avec un salaire qui triplait celui de mon ancien poste. J'ai emménagé dans un meilleur appartement avec vue sur la Seine et j'ai pris des cours d'italien parce que j'en avais envie et que personne ne me disait que c'était inutile. J'ai commencé à poster sur LinkedIn des succès professionnels et des analyses du secteur et mon profil a grandi au point que des chasseurs de tête me contactaient. Je ne parlais jamais de ma vie privée, mais je savais que les gens de mon passé pouvaient me voir s'ils cherchaient et constater que je réussissais. J'espérais que mon père le voyait et que cela le dérangeait. En novembre 2021, j'ai rencontré Nicolas. Je ne cherchais personne car après Antoine, j'avais décidé que j'étais mieux seule et plus en sécurité. Mais lors d'une conférence sur la tech, il était là près de la machine à café, l'air aussi perdu que moi dans ces événements.
C'est votre première fois, ai-je demandé, et il a souri en demandant si c'était si évident. Nous avons passé toute la conférence ensemble à parler de tout sauf de travail. Il m'a parlé de sa start-up, un outil de gestion de projet qu'il avait bâti de zéro, et je lui ai raconté mon installation à Paris et mon nouveau départ sans lui dire pourquoi. Il n'a pas insisté. Nous sommes sortis ensemble doucement et prudemment car nous avions tous deux été blessés auparavant. Nous avons construit quelque chose de stable et de réel. En mars 2022, mon entreprise a été rachetée par un groupe plus important et ils m'ont proposé le poste de vice-présidente du marketing. J'avais 31 ans, je gagnais plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé en dirigeant une équipe de 15 personnes et je sortais avec quelqu'un qui me trouvait extraordinaire tel que j'étais. J'ai appelé ma mère pour lui dire et elle a pleuré de joie. Elle m'a annoncé que mon frère Thomas allait se marier cet été et qu'il lui avait demandé s'il pensait que je viendrais. Thomas était le cadet qui était toujours resté neutre comme la Suisse dans les drames familiaux et il m'avait envoyé quelques messages au fil des ans pour prendre des nouvelles sans jamais prendre parti. Ma mère m'a dit qu'il tenait vraiment à ma présence et qu'il se fichait que mon père ait un problème avec ça car j'étais sa sœur. J'y ai réfléchi pendant une semaine pendant que Nicolas m'écoutait sans jamais me dicter quoi faire. J'ai réalisé qu'ils seraient tous là, mon père, Camille et Antoine, et même si 3 ans avaient passé, je ne savais pas si j'étais prête. Nicolas m'a demandé ce que cela signifierait pour moi d'y aller et j'ai répondu que ce serait la preuve que j'avais tourné la page et qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. J'ai réalisé que c'était vrai, alors j'ai appelé Thomas pour lui dire que je viendrais avec mon compagnon. Mon frère était soulagé et m'a assuré qu'il me soutiendrait même si mon père était présent. Le mariage avait lieu en juillet dans ma ville d'origine et je suis arrivée avec Nicolas 2 jours avant. Ma mère nous a accueillis à l'aéroport et en la serrant dans mes bras j'ai compris à quel point elle m'avait manqué. Elle m'a trouvée radieuse et heureuse et j'ai confirmé que je l'étais vraiment. Nicolas a charmé ma mère pendant le dîner et elle me regardait avec un sourire doux comme si elle voyait enfin quelqu'un dont elle s'était inquiétée rentrer à bon port. Le mariage de Thomas était dans un domaine où j'avais passé beaucoup de temps en grandissant. Le dîner de répétition avait lieu la veille et j'avais l'estomac noué en y allant mais Nicolas m'a serré la main en disant que nous pourrions partir quand je le voudrais. Le dîner était dans un salon privé et dès que j'ai vu Thomas il s'est illuminé et m'a serré fort. J'ai salué Sarah, sa fiancée qui était adorable et tout ce que mon frère méritait. J'ai senti sa présence avant de le voir, cette sensation de picotement sur la nuque. Je me suis retournée et mon père était là, plus vieux et plus gris, debout seul au bar me fixant avec une expression illisible. J'ai levé le menton et j'ai détourné le regard. Puis je les ai vus, Camille et Antoine, assis à une table dans un coin mais éloignés l'un de l'autre sans se toucher. Camille semblait mince et fatiguée alors qu'Antoine avait l'air d'un homme qui subit sa vie. Camille m'a vu et s'est figée tandis qu'Antoine a suivi son regard et a pâli. J'ai souri en levant légèrement mon verre de vin en signe de reconnaissance avant de me tourner vers Nicolas qui m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que c'était parfait et ça l'était. Le dîner s'est passé dans un flou de conversations polies avec des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde voulait savoir pour Paris, mon job et Nicolas. Je suis restée légère et professionnelle. Mon père ne m'a pas approché, pas plus que Camille ou Antoine, mais je les ai surpris en train de me regarder. J'ai vu les yeux de Camille sur ma robe, mes cheveux et mon rire confiant tandis qu'Antoine fixait Nicolas avec ce qui ressemblait à du regret. J'ai aussi vu mon père m'observer avec une expression que j'ai enfin reconnue qui était la honte. Le jour du mariage était magnifique sous le soleil de juillet dans des jardins en fleurs. Je portais une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture et Nicolas était superbe dans son costume. Nous avons pris place du côté de la mariée avec ma mère à mes côtés me tenant la main. La cérémonie était touchante et j'ai pleuré de joie pour mon petit frère. À la réception, j'ai dansé avec Nicolas puis avec Thomas et ma mère en riant et en profitant de chaque instant. Je n'ai pas dansé avec mon père mais il m'a trouvée quand je suis sortie prendre l'air. Il m'a appelé par mon prénom et il avait l'air vieux dans son costume coûteux avec son verre de whisky à la main. Je lui ai dit qu'il avait l'air en forme et il a répondu que c'était le cas avant de me féliciter pour ma promotion de vice-présidente en disant que c'était impressionnant. Nous sommes restés dans un silence gêné car je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il a fini par dire qu'il me devait des excuses et que ce qu'il avait fait avec Antoine et l'argent était mal car il pensait aider Camille sans vouloir me blesser. Je lui ai répondu qu'il n'aurait effectivement pas dû le faire et quand il m'a demandé pardon je l'ai regardé vraiment, ce homme qui avait façonné tant de ma douleur.
Je lui ai dit que je l'avais déjà pardonné il y a longtemps car garder la colère ne faisait que me blesser mais que le pardon ne signifiait pas l'oubli ni lui redonner accès à ma vie. Son visage s'est décomposé quand il a rappelé qu'il était mon père mais je lui ai rétorqué qu'il était mon père quand il a décidé que j'étais jetable et que Camille méritait plus le bonheur que moi en me jugeant trop douce pour compter. Il a réalisé que j'avais entendu tout l'appel téléphonique et il est devenu livide. Je lui ai dit que j'avais entendu chaque mot sur la vente de mon fiancé à ma cousine. Il a avoué qu'il avait eu tort et que Camille et Antoine étaient misérables et déjà divorcés en concluant qu'il avait gâché 3 vies ce jour-là. Je lui ai dit calmement qu'il n'avait pas gâché la mienne mais qu'il l'avait libérée. Nicolas est sorti pour voir si tout allait bien et je lui ai présenté mon père en annonçant que Nicolas était mon fiancé. Mon père était stupéfait et Nicolas m'a pris la taille en disant que Thomas allait couper le gâteau. J'ai dit à mon père que Nicolas était honnête et qu'il ne prendrait jamais d'argent pour me quitter. J'ai ajouté que j'espérais qu'il s'arrangerait avec ma mère et qu'il apprendrait à voir la valeur des gens plutôt que leur utilité mais que j'en avais fini d'être celle qu'on sacrifie. Je suis retournée à la réception en le laissant seul dans le jardin. À l'intérieur tout le monde riait et Nicolas m'attendait en me tendant la main. Camille m'a approché plus tard avec l'air fatigué et m'a demandé si nous pouvions parler. Elle m'a juré qu'elle ne savait rien pour l'argent et qu'Antoine lui avait dit seulement quand tout s'effondrait. Je l'ai cru car elle avait toujours été inconsciente mais jamais cruelle. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute et quand elle m'a demandé si j'étais vraiment heureuse j'ai regardé Nicolas et ma mère et j'ai répondu que oui je l'étais vraiment. Nous nous sommes serrés brièvement dans les bras et elle est repartie. Le lendemain Nicolas et moi sommes repartis pour Paris. En regardant la ville s'éloigner par le hublot du train j'ai ressenti une immense gratitude car le choix de mon père m'avait forcé à me choisir moi-même et la trahison d'Antoine m'avait montré son vrai caractère avant le mariage. Chaque moment de douleur m'avait poussé à bâtir une vie pleine de succès et de joie. 3 mois plus tard j'ai reçu un message de mon père disant qu'il avait vu mon post LinkedIn sur l'entrée en bourse de ma boîte et qu'il était fier de moi en admettant qu'il avait eu tort car je n'avais jamais été trop douce mais toujours assez forte. J'ai supprimé le message non pas par colère mais parce que je n'avais plus besoin de son approbation car j'avais la mienne. Nicolas et moi nous sommes mariés au printemps à Paris lors d'une petite cérémonie parfaite avec ma mère et Thomas. Je n'ai pas invité mon père pour respecter mes limites car le pardon c'est se libérer du pouvoir de l'autre. Je lui ai juste envoyé un faire-part après coup sans invitation et il a envoyé en retour un chèque de 50 000 €. Je l'ai encadré sans l'encaisser pour qu'il reste dans mon bureau comme un rappel que ma valeur ne dépend de l'argent ou de l'amour de personne d'autre car elle m'appartient. Parfois Nicolas me demande si mon ancienne vie me manque et je lui réponds que non car même si la version de moi qui riait moins fort me manque parfois je suis heureuse de ne plus être elle. Mon père m'a fait la plus grande faveur de ma vie en payant Antoine pour partir car il m'a montré que je ne devais plus essayer de plaire à ceux qui ne m'estimaient pas. J'ai construit une vie où je ne suis pas trop douce mais exactement assez et où la meilleure vengeance est simplement de bâtir quelque chose de si beau que les personnes toxiques n'y ont plus leur place. Cette histoire nous montre à quel point les trahisons les plus douloureuses peuvent devenir les tremplins les plus puissants vers notre propre réussite. Parfois nous restons bloqués dans des rôles que notre famille ou notre entourage a choisis pour nous sans réaliser que nous valons bien plus que ce que leur regard limité veut bien admettre. Chloé a su transformer son chagrin en une force de travail et une ambition incroyable prouvant que la douceur n'est pas une faiblesse mais une qualité qui lorsqu'elle est alliée à la détermination peut renverser des montagnes. Le fait qu'elle n'ait pas cherché à se venger par la colère mais par son propre épanouissement est la plus belle des leçons car il n'y a rien de plus gratifiant que de devenir la personne que personne ne nous croyait capable d'être. Cela nous rappelle aussi que le pardon est un acte pour soi-même et non pour l'autre car pardonner ne signifie pas réinviter le loup dans la bergerie mais simplement décider que ces crocs ne nous feront plus jamais peur. Et vous qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a favorisé quelqu'un d'autre à vos dépens et comment avez-vous réussi à transformer cette injustice en force pour avancer dans votre vie ? Dites-le moi dans les commentaires.